petite et grosse tentacule. Pourquoi démarrage de l'enregistrement? Toi, ça Ouais, moi enregistre? j'ai démarrage de l'enregistrement aussi. Pour moi, ça y est, là c'est bon. Benoît Voilà. enregistre l'appel. Ok. Donc bonjour, on enregistre enfin. Ouais, on a des problèmes de cliquage sur un bouton. Donc salut à vous, petite et grosse tentacule. Aujourd'hui, vous êtes avec Modeste Geek et Isler d'Argol et on va parler des champignons. Voilà. Parce que je suis trop génial. Suite à ma vidéo de la semaine dernière où je tripais sur les myco-trucs, à savoir les champignons dans DD, que je trouve que les monstres de base sont vachement prometteurs et que je faisais ouin ouin, ils en ont rien fait dans le manuel. Bah ouais, ils ont rien fait dans le manuel, mais ils ont fait plein de trucs en fait que je savais pas. Et Isler, il me dit, bah ouais, c'est bien vu, gamin. Mais en fait, il y a justement des plein de trucs. Donc, bah, il est là pour nous parler des plein de trucs. Voilà. Ah, putain, ça part, c'est plus sur les. Ah, voilà. Je t'en prie, c'est à toi. Non, mais c'est mignon, tu vas te recoiffer pendant toute la vidéo. C'est un problème que je n'ai pas, hein, pour des raisons, pour des raisons évidentes. Mais ouais, tout à fait. En fait, le propos de base, c'était vas-y, entortille, entortille. Prends un air un peu sensuel, vas-y. Non, mais non, ça va. Donc le propos était bien évidemment de te foutre le seum devant toute ta commu et de rappeler donc bien évidemment en fait tu ne sais pas de quoi tu parles et qu'il y a plein de trucs qui ont été faits sur les champignons. Et donc ouais, de rebondir sur ta vidéo, je crois que c'était de dimanche dernier où tu parles des myconides, voilà, des hommes champignons. Alors pour commencer, on va creuser un peu le sujet et en fait rappeler que ces hommes champignons n'ont de sens que par rapport à un des fondamentaux de l'univers de Donjons et Dragons, qui est l'existence en anglais c'est l'Underdark, donc en français l'Outre-Terre, qui est le monde d'en dessous. Dans les univers de Donjons et Dragons, quels que soient en fait les univers, hein, c'est valable pour les Royaumes oubliés, c'est valable pour Eberron, il y a toujours le monde d'au-dessus, le monde de la lumière, avec ses elfes, ses nains, ses royaumes humains, ses dieux et tout ça, et en fait le monde d'en dessous, qui est quelque part en fait le premier voyage planaire que peuvent faire les personnages joueurs, qui est en fait le premier voyage que les persos peuvent faire dans un environnement qui est complètement alien, qui est complètement différent de l'univers du dessus, mais qui se trouve, on n'a pas besoin d'un voyage magique pour y aller, il suffit juste de s'enfoncer, d'effectuer donc une descente. D'ailleurs, le film The Descent, que je recommande, peut donner une très bonne idée de ce à quoi peut ressembler une descente dans l'outre-terre, et donc de découvrir ce monde sous le monde, ce monde dans le monde, qui est en fait une sorte de à la fois un continent et un donjon, puisque c'est un environnement qui est extrêmement hostile, où un certain nombre de paradigmes sont inversés, puisque c'est l'univers des Drow, donc les elfes sombres, des Duergar, les nains gris, qui sont donc des elfes et des nains maléfiques. C'est un univers effectivement dominé par des bestioles franchement pas sympas, comme par exemple certaines aberrations tentaculaires mangeuses de cerveau, et aussi très fortement dominé par les myconides, les champignons. Alors il y a ces fameux myconides qui sont les champignons. Avant de poursuivre sur le myconide, premier dérapage, c'est vrai que l'outre-terre n'est pas une autre dimension en soi, mais c'est aussi un des trucs très sympas avec l'outre-terre, c'est que beaucoup de lieux de l'outre-terre sont des embranchements vers le multivers. Ces galeries, on ne sait jamais trop où c'est que ça mène. Alors déjà, il faut savoir, là on va s'éloigner un peu du sujet, mais par exemple, les deux premiers plans dans lesquels les PJ peuvent voyager, les deux vrais plans, à savoir le plan de Féerie, et donc c'est le Feywild en anglais, je ne sais pas s'il y a une bonne traduction en français, donc on va dire Féerie, même si on perd un petit peu certains aspects du concept, et de l'autre, la Gisombre, qui est donc le Shadowfell, qui est un peu l'univers de la grisaille, l'univers des brumes. C'est en partie, c'est dans le Shadowfell qu'il y a les mondes de Ravenloft, les prisons de poche de Ravenloft et tout ça. Donc ces deux univers-là, il faut savoir que leur outre-terre est commun avec l'outre-terre du plan matériel. Donc comme tu disais, effectivement, en passant par l'outre-terre, tu peux voyager vers le Feywild d'un côté ou vers la Gisombre de l'autre, juste effectivement au détour d'une interminable galerie, te retrouver, si tu remontes, dans un autre univers que ton univers de départ. Mais à côté de ça, faut vraiment... C'est le moment de parler des dragons d'ombre. Comme ça, on continue à glisser ailleurs. Non, le mec qui va te pourrir ton plan, tu sais. Mais effectivement, dans le Fistban Treasury of Dragons, comme tu le soulignais, il y a les Deep Dragons, qui sont donc les dragons de l'outre-terre, qui sont présentés.
Mais revenons à nos moutons. Et donc, il faut garder en tête l'échelle tout à fait prodigieuse de l'Outre-Terre, qui est vraiment un monde sous le monde, puisque l'Outre-Terre a ses mers, donc c'est ce qu'on appelle les mers sans lumière, qui sont en fait des lacs tellement immenses que ce sont en fait des mers sur lesquelles il y a des marins, des ports, mais qui sont donc dans des espèces de grottes absolument colossales. Il y a des cités entières dans certaines grottes, dont notamment la plus connue, c'est Menzoberranzan dans les Royaumes oubliés, et donc la cité des Elfes sombres. Donc on est vraiment sur un donjon continent souterrain. Alors ça évoquera quelques classiques de la littérature, donc La Terre creuse, Voyage au centre de la Terre, des choses comme ça. Et donc, il faut savoir donc en plus des myconides qui sont donc des champignons conscients, il y a aussi des tas et des tas de champignons, de moisissures, généralement dangereuses, mais... Alors, je vais te niquer ton replan, mais il me semble que c'est le bon moment de préciser que, en fait, si les myconides, là, ces petites choses à facteur de puissance ridicule d'un P, ça arrive à être aussi dominant comparé à des Drow et des élites, c'est que ces petits enculés, ils ont gardé une carte dans leur poche. Alors, tu la passeras peut-être tout à l'heure, hein, mais toi, c'était pour teaser. Vas-y. Non, mais je te laisserai présenter ta chouchoute. Mais effectivement, il y a gros enjeux et quelque part gros secret sur les myconides. Je me tais, je tease. Alors, mais en dehors des myconides, même, il faut regarder que c'est vraiment c'est le domaine, l'outre-terre, des champignons, des moisissures, et notamment, par exemple, la source de lumière dans l'outre-terre, c'est des champignons luminescents. Voilà, il y a des trucs que tu peux manger, il y a des poisons. Les Drow sont des experts des poisons parce qu'il y a des tas de champignons et de mousses qu'ils utilisent pour préparer leurs poisons. Donc, c'est vraiment un écosystème complet. Et à l'intérieur de cet écosystème, effectivement, dans les peuples puissants, il y a les myconides. C'est là qu'on y vient. Alors, les myconides, comme tu le disais dans ta vidéo, dans le manuel des monstres, ça représente quoi? 3 pages, grand max. 3 pages pures. Voilà. Dont une de dessin. Voilà, c'est ça. Mais c'est un chouette dessin, d'ailleurs, qui les représente bien. Mais il faut garder en tête que, comme beaucoup de peuples, il y a un côté sympa et un côté beaucoup moins sympa chez les myconides. Et donc, notamment, les myconides, qui fonctionnent un petit peu comme un esprit ruche, hein. En fait, ils ont un système de cercles où ils fonctionnent tous ensemble et ils échangent des pensées par des spores, ils font des conciliabules mentaux, ils partagent des rêves et tout ça. Mais chaque peuple a sa propre némésis, et là, en l'occurrence, ils ont une némésis qui est à la fois une symétrique et leur fléau, c'est-à-dire que les champignons, les moisissures et toutes ces choses-là, eh bien, c'est un concept, un archétype qui a son propre prince démon, qui est le prince démon Zuggtmoy, qui est donc la princesse en fait de la pourriture, qui est la princesse en fait de la décomposition, qui est donc un des princes démons des abysses. En l'occurrence, elle prend une forme féminine, mais ça reste un champignon diabolique. Hein, donc bon, elle a une apparence assez stylée. J'espère que tu montreras les. C'est la madame sur le picto que tu as cliqué la vidéo. Voilà, ok. Bon, voilà, c'est elle, donc une apparence de mariée sinistre. Cette personne-là, enfin ce prince démon, son objectif est très clair, c'est de coloniser le monde. C'est de prendre le contrôle du monde avec ses spores, avec ses champignons, avec ses moisissures. On est face à une créature qui... Enfin, moi, à titre perso, si on veut vraiment visuellement avoir une idée de ce que ça donne quand Zuggtmoy prend du pouvoir et commence à avancer, moi, ça me fait toujours penser aux xénomorphes d'Alien. C'est-à-dire, c'est contrairement par exemple à un Yenogu, le prince démon des Gnolls, qui va juste se la jouer 28 jours plus tard et dévorer tout sur son chemin, Zuggtmoy, elle terramorphe. C'est-à-dire que là où elle prend le contrôle, elle change l'environnement autour d'elle. Donc il y a des moisissures partout, des champignons géants, des créatures végétales extrêmement agressives, et elle va terraformer autour d'elle et prendre le contrôle. Et c'est une créature qui est vraiment terrifiante, et notamment, donc elle est détaillée
avec les autres princes démons dans le Mordenkainen Tome of Foes, mais elle est aussi et surtout au centre d'une des toutes premières campagnes de DD5 qui est Out of the Abyss et qui, bien évidemment, parce que je suis le pire invité du monde, est le seul des suppléments dont je vais vous parler que je n'ai pas physiquement avec moi, que je ne peux pas vous montrer. Ouh. Très bien, tomate. Donc voilà, le principe d'Out of the Abyss, c'est la campagne dans l'Underdark et la campagne face au Prince Démon. Donc on se doute bien que quand on mélange ces deux thématiques-là, eh ben, sur l'ensemble des chapitres de la campagne, il y a 2 chapitres entiers qui sont consacrés à The Gutmoy et qui sont tout simplement flippants. Parce que faut imaginer la fameuse scène dans Aliens où Ripley découvre tous ses camarades collés au mur, tu sais, dans le nid, en fait, collés au mur, vivants en attente d'être fécondés, face-hungerisés par les aliens. C'est exactement ça quand tu affrontes Zuckmoy. C'est-à-dire que tu affrontes une force qui va choper des prisonniers et les faire en fait devenir du compost vivant pour ces champignons, pour ces créatures végétales. Quand elle utilise ses spores pour contrôler quelqu'un, parce que bien évidemment, elle peut utiliser ses spores pour contrôler quelqu'un façon invasion des profanateurs, au bout d'un moment, le champignon dans la tête grandit tellement qu'il explose. Donc on voit une espèce de floraison de champignons qui explose du crâne fendu. Donc on est vraiment sur un monstre qui est particulièrement flippant et qui donc est au centre, un des intervenants majeurs de la campagne Out of the Abyss. Mais pas que. Mais vas-y, est-ce que je te sens frétillant? Oui, non, c'est juste en termes d'inspiration, ça faisait effectivement penser à Carpenter, ça fait penser à 2-3 autres films. Tu as des colos terror comme Gaïa ou Phénomène, mais ne serait-ce Ou dans l'invasion des profanateurs, par exemple, tu sais, avec les cosses. Voilà. Et du coup, toi, ça fait aussi, enfin, non, 1, 2, 3, à couche, Benoît. Dans ta description, tu avais le côté invasion dégueulasse, et si on est dans du Warhammer 40 000, tu es entre les tyranneuils et tous ces bioconstructeurs et des gros disciples de Nurgle, quoi. Il y a à la fois tout le on te transforme tes chairs et tout le côté putrescence, maladie, on se nourrit de ta mort et de ton cadavre, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment, enfin, je trouve, un des princes démons les plus réussis de la 5e édition. Moi, par exemple, Orcus, j'ai jamais su quoi en foutre. Un prince démon des zombies, je trouve ça d'une tristesse absolue. Enfin, des zombies et des ghouls, bon, ok, super, avec une tête de bouc, génial. Elle, je trouve qu'elle est vraiment. Il y a ce côté alien, ce côté incompréhensible, le fait qu'elle ait essayé de prendre une forme humaine, mais qu'en fait ce soit juste un espèce de champignon dégueulasse. Je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien. Et donc, elle est au centre de Out of the Abyss, mais on la voit aussi prendre une toute petite place. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment tout petit, mais c'est dans Ghost of Saltmarsh, dans le chapitre 1, qui est génial, qui est le meilleur chapitre du bouquin, qui est un espèce de bac à sable pour jouer tout autour de la ville de Saltmarsh. Il y a un des endroits, une des zones d'aventure, qui est en fait une forêt dans laquelle des druides corrompus au service de Zogmoy, parce qu'évidemment, elle va aussi avoir comment dirais-je, une porte d'entrée dans tous les cultes liés à la végétation et tout ça. Une bande de druides corrompus a commencé à transformer une forêt. Donc, il y a vraiment ce côté, encore une fois, on terraforme pour invoquer Zogmoy, et donc à transformer une forêt en espèce de marais. Et donc, la forêt commence à être colonisée par les arbres, il y a des moisissures partout, et on commence à avoir, quand les personnages joueurs arrivent, ils commencent à avoir du mal à respirer. Donc, par exemple, c'est un endroit dans lequel les personnages joueurs ne peuvent pas prendre de repos long, notamment, on ne peut pas se reposer parce qu'ils respirent mal. Et il y a vraiment cette idée de porte ouverte vers en fait le domaine de The Gutmoy, et donc de corruption de la verdure et comment dirais-je, de forêt la plus inhospitalière qu'on puisse imaginer, en fait, structure végétale complètement meurtrière, quoi. Petite question, est-ce que dans le background officiel, ils les ont déjà reliés aux rouilleux ou pas encore? Ou parce que les rouilleux paraîtraient presque une force opposée. Donc le rouilleux, c'est de l'espèce de l'arbre mort-vivant corrompu parce qu'il y a un vampire qui a crevé sur un arbre magique quelque part.
Ah oui, alors moi, parce que je suis toujours en VO, ouais, oui, les blights, les espèces de petits homoncules végétaux. Ouais, ouais. Alors, bah écoute, non, je crois pas qu'il y ait de connexion directe, mais en fait, c'est à la fois quelque chose c'est quelque chose que tu pourrais mettre assez facilement en scène, mais les blights, oui, tu as vraiment l'origine vampirique du truc, et c'est vraiment une force végétale à part, mais ça reste parmi, c'est le côté nature hostile. Donc, vraiment, le vert, c'est Alan Moore qui utilise ce terme quand il parle de la Swamp Thing, c'est la créature du marais. Ouais. Il parle du vert, du règne du vert. Là, tu as vraiment le côté le vert hostile, c'est-à-dire les éléments végétaux qui sont profondément hostiles à tout ce qui est chair et sang, en fait. Et les blights ont ce truc-là. Après, pour l'instant, dans comment ça avance, c'est sûr que, par exemple, les blinds, les rouilleux, pour les petits francophones, Ouais. toi, on va l'utiliser pour des groupes d'aventuriers petit niveau. Toi, c'est une campagne que tu peux dire, je les amène de niveau 1 à 5, ils se font les rouilleux, à la fin, ils vont jouer au bûcheron, et puis le truc, il est fini. C'est sûr que là, quand on commence à parler de princesse démon, enfin, voilà, c'est fait pour être beaucoup plus au long cours. On est dans un autre registre de cosmique, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on est tellement dans un autre registre que dans Out of the Qu'ils sont Abyss, déjà là dans notre monde. Brûlez les Mushmen, on vous a reconnus, les Mushmen. c'est On ça, sait c'est les qui vous êtes Mushmen. maintenant. En fait, si tu lis un Knock à l'envers, tu vois, tu as une invocation à Zuggtmoy qui est en fait, voilà, Ouais, on les a démasqués. tout se tient. Et j'allais dire une bêtise. Oui, dans Out of the Abyss, comme il y a beaucoup de princes démons, et c'est pas qu'il y en a qu'une, hein, il y en a plusieurs princes démons. En fait, la campagne est faite de telle manière que même quand t'as ton groupe de persos et niveau 12-13, ils affrontent jamais un prince démon en pleine possession de ses moyens. C'est-à-dire que le prince démon est toujours diminué d'une manière ou d'une autre, parce qu'on est quand même sur du gros costaud. Zuggtmoy, elle est CR 23, Challenge Rating 23, donc c'est l'équivalent d'un ancien dragon rouge. Donc on est quand même sur du gros costaud. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bah, sur Zuggtmoy, a priori, j'ai fini, mais j'ai encore plein de trucs à Petite dire. question, quand tu dis Challenge 23, c'est en mode son avatar machin ou ça marche plus du tout comme ça et puis c'est elle, quand tu vas lui poncer sa gueule chez elle? Alors, ça fait partie des aspects de gameplay de DD5. Elle est challenge rating 23, où qu'elle soit, mais par contre, si tu la tues en dehors de son domaine, eh ben en fait, tu la tues pas, tu la bannis dans son domaine, elle revient dans son domaine. Par contre, quand elle est dans son domaine, donc elle combat et qu'elle utilise ce qu'on appelle les actions de tanière, donc les lair actions, elle passe CR24, et donc elle a des possibilités supplémentaires parce qu'elle joue à domicile. Et c'est le seul endroit où tu peux la tuer. Sachant qu'il faut aussi rappeler un truc sur la mythologie des princes démons, c'est que non seulement tu peux la tuer que si elle est chez elle, mais tu peux la tuer que si tu possèdes aussi son amulette, parce chaque prince démon est lié à une espèce d'amulette diabolique, et que l'amulette diabolique n'est jamais, elle ne le porte pas sur elle, c'est toujours un peu comme le phylactère d'une liche, c'est confié au second, en gros à une caste de démons gardiens qui sont encore plus puissants que les Balor et qui sont aussi présentés dans le Mordekainen, qui sont tous challenge rating 21, donc déjà on est sur du gros dur, et qui sont tous en fait on va dire l'intendant d'un prince démon. Chaque prince démon a son intendant qui porte son amulette. Donc non seulement il faut déjà aller tuer l'intendant, récupérer l'amulette, et ensuite aller défier le prince démon dans sa tanière pour pouvoir la tuer. Donc on est vraiment sur de la quête très high level, parce qu'évidemment, la tanière du prince démon, c'est au cœur de son domaine de l'abysse, donc il faut déjà aller dans l'abysse, il faut trouver son domaine, et ensuite il faut survivre à l'environnement le plus hostile qui soit. Donc tu n'y arrives pas en mode pump-it-up, hein. Tu arrives, tu as déjà bien tapé dans tes ressources, parce que tout ce qu'il y a autour de toi veut ta mort. Donc on est vraiment sur quelque chose un défi épique au sens DDesque du terme. Ouais, c'est un truc, genre tu fais une campagne où tu débarques avec les 24 Solaris. Ouais, 24 Solaris, ça va, t'as du backup, mais disons que voilà, c'est le point culminant d'une campagne de Donjons et Dragons d'aller affronter un prince démon dans sa tanière pour espérer le vaincre à tout jamais. Ouais, non, mais c'est juste, enfin, je ne digérerai jamais que
T'as que des trucs comme des princes démons et pas des facteurs de puissance supérieurs à une tarasque. Mais bon, c'est complètement un autre discours. Enfin, on va même pas ouvrir cette porte, on en a pour 1 heure à jacasser, quoi. Mais ah, Ouais, mais la Tarasque, c'est Godzilla. Godzilla, c'est le plus fort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus mais si là, t'aimes oui, pas Godzilla? si dans le bouquin de Fils d'Anne, là, ils ont pas sorti un monstre qui est encore au-dessus de 30 dans les Super Dragons. Non, on n'a rien au-dessus du CR30 dans Donjons et Dragons 5e édition. C'est-à-dire que le CR30, c'est la Tarasque Hmm. dans le livre de base. C'est les avatars de Tiamat et Bahamut. Donc, en gros, les avatars des 2 dieux dragons. Et je crois que dans Storm King Thunder, il y a un primordial, donc en gros un titan enchaîné, donc vraiment dans le sens titanomachie à la grecque. Donc il y a un titan qui Oui, est, de je la crois, guerre élémentaire, c'est divine, ça, ouais. c'est ça. Il y a un titan du feu dans Storm King Thunder qui est CR30. Un CR30, c'est ça, c'est-à-dire soit un avatar direct d'un dieu, soit une créature, on va dire, liée au démarrage du monde en fait. Puis j'oserais dire même pas de n'importe quel dieu. Enfin ouais, quand on parle de Palpatine ou Tiamat, là on est sur enfin du dieu supérieur plus quoi. C'est marrant, t'as dit Palpatine. Oui. Unfinished power. Mais ouais, on est sur des. Unlimited power. Et donc, pour le plus puissant des princes démons, qui est donc Démogorgon, c'est le plus puissant de tous, il est CR26. Et les fameux Great Wyrm, donc en gros les seigneurs dragons qui règnent qui ont fait l'union entre plusieurs de leurs échos et qui sont en fait les dragons multiversels, de mémoire sont entre 26 et 28. Voilà, pour te donner une idée de niveau. Donc c'est quand même costaud un prince démon. On n'est pas sur du léger. C'est costaud, un seigneur dragon. Oui, c'est vrai. Et donc je continue. Oui, Et là on pardon va. pour cette digression, les gens, pardon. Non, mais voilà, après, les gens aiment bien savoir qui est le plus fort entre l'éléphant et l'hippopotame. Donc là, on peut vraiment travailler sur du solide, sur Ah, du bah alors, concret. on est sur du factuel. Voilà. Et donc, pour continuer sur la thématique donjons et champignons, on peut aussi revenir sur quelque chose qu'on a déjà évoqué sur la chaîne, à savoir Guildmaster Guide to Ravnica, la ville de Ravnica, et précisé donc dans les 10 guides. Alors j'encourage les gens à cliquer sur la vidéo sur laquelle on présente, sur le lien de la vidéo sur laquelle on présente Ravnica. On ne va pas refaire les basiques, mais sur les 10 Mais il guides. est important de souligner, vas-y, remonte la couverture. Monte la couverture, s'il te plaît. Voilà, voilà. Là, ça paraît pour tout le monde qu'effectivement, Dédé a enfin, complètement copié Suzanne du Disque Monde. Il manque que la petite mèche. C'est voilà, ce personnage, c'est Suzanne, la petite fille de la mort. Voilà. Aujourd'hui, on dénonce, aujourd'hui, on dévoile. Conspi.com. La vérité qui dérange. Non, mais c'est bien, tu as raison de prendre des risques. Ce sera nous contre Wizard of the Coast. On n'en a rien à foutre. Et donc, dans les fameuses 10 guildes de Ravnica, il y a la guilde donc, qui incarne l'union des magies vertes, donc la magie de la nature, des arbres, des plantes, de la croissance, et l'union donc et de la magie noire, donc la magie de la mort-vivance, de la douleur, des maléfices. La guilde qui incarne ça, c'est la guilde dite des Kolgari, qui est la guilde qui habite l'outre-terre donc de Ravnica, donc le monde sous la ville, et qui est en fait la guilde qui gère les déchets, et qui est donc la guilde, en fait, un espèce de mélange entre des éboueurs, des jardiniers, parce que c'est eux qui gèrent le compost, et qui est en fait Des la guilde croque-morts? des... Hein. Des croque-morts? Probablement. Et qui en fait est une... alors le terme n'est pas guilde, quand eux parlent d'eux-mêmes, ils parlent d'essaim, en fait de nuées, tu vois, donc en anglais c'est The Colgary Swarm, Ça donc de met déjà bien nuées. l'ambiance. Voilà, donc tu sais à peu près où tu vas, et qui est en fait une structure regroupant des elfes sombres, encore une fois, on n'y échappe jamais, mais aussi des créatures insectoïdes et des méduses au sens gorgone, tu sais, avec cheveux serpents et regard pétrifiant. Et cette structure-là, donc l'essaim, la nuée des Kolgari, a complètement colonisé les sous-sols de la ville, donc s'occupe effectivement d'allier la vie
et la mort dans une perpétuelle renaissance, et donc est très très liée aussi à tout ce qui est champignons, et à savoir effectivement, elle gère les champignonnières de la ville, mais il y a aussi l'idée du cycle, hein, l'ouroboros, la vie se nourrit de la mort se nourrit de la vie, et donc effectivement, il y a toute cette esthétique, tu vois, de l'insecte, de la pourriture, du champignon, et qui est extrêmement fort dans la guilde, et qui en fait, à mon avis, une des guildes les plus intéressantes du setting, parce qu'on a vraiment cette idée. Vas-y. Et ben du coup, est-ce qu'on pourrait pas s'avancer un peu au niveau de l'ère du temps? Enfin, toi, DD5 est souvent taxé voilà, de se complaire avec l'ère du temps. Là-dessus, on a un glissement de ce qui était une thématique avant liée à la putrification des chairs et des vers vers quelque chose sur la nature en colère. Toi, par rapport au thème de l'écologie, comment on a un changement dans voilà, dans l'imaginaire rôlistique. Enfin, je sais pas si je tripe complètement ou si on a un petit quelque chose de réel là. Mais toi, c'est toute la putréfaction avant qu'on oui, ce terme d'Ouroboros, le côté la mort qui se nourrit de la vie pour rejaillir. Enfin, tout à l'heure, on parlait de Nurgle. Quand tu penses à Nurgle, on t'a un peu les moisissures, mais tu penses plus à des vers qui te bouffent un cadavre, quoi. Enfin, et je trouve que bon, par ce côté que la cinquième met autant en avant une seigneur démon qui soit Madame Champignon, parce que toi, dit comme ça, enfin, ça me paraît plus horrifique, les vers bouffent ton cadavre qu'il y a 3 champis qui poussent. Et ben, ils ont réussi à en faire quelque chose, oui, une menace verte, et sans pour autant nous faire un discours ultra écolo lourdingue, alors que je suis ultra écolo, mais je veux dire un truc trop premier degré. La nature c'est gentil, les pollueurs c'est méchant, faut taper les pollueurs. Tu as plus 5 points d'XP quand tu es un gentil pro, toi, va planter des fleurs. Là, il l'aurait traité comme ça, je t'avoue, j'ai beau être foncièrement écolo, j'aurais dit les gars, vous avez encore abusé, c'est maltraité, quoi. Voilà, disons-le. Et ben là, je trouve que du coup, c'est insinueux, c'est bien traité, c'est un côté, toi, on peut parler d'écologie, tout comme on peut très bien se dire, on s'en fout, mes joueurs, ils sont pas sensibles, et puis ça reste un monstre de fond assez impressionnant qui vient de coloniser la gueule, et puis voilà, qui vient ramper avec ses petites racines pour te bouffer ta tronche. Enfin, je trouve, voilà, le changement thématique des vers putrescents aux champignons sur ton petit cadavre, relativement intéressant en fait. Ouais. Bah, et surtout que dans Ravnica, en fait, il y a 3 guildes liées à la couleur verte, donc qui représentent 3 alliances super intéressantes. Il y en a même 4. Je dis n'importe quoi, il y en a même 4. Donc voilà, c'est Donc on a l'école Gary, donc c'est l'alliance vert-noir. Donc tu as vraiment en fait qu'on pourrait symboliser justement par le compost, par le champignon, par l'ouroboros du cycle de la vie et de la mort. Donc c'est vraiment le côté nuée d'insectes et tout. Ah oui, le truc que je voudrais pas oublier de dire avant de faire cette présentation, mais et c'est justement pour revenir sur le champignon, c'est dans ce bouquin Ravnica, mais ça a été repris ensuite dans le Tachaz Guide to Everything, qu'apparaît pour la première fois l'archétype du druide, le druide des spores, donc le druide des champignons, qui est jouable en 5e et qui apparaît pour la première fois dans ce concept-là. Donc, pour revenir sur le vert et sur l'écologie, notamment dans Ravnica, tu as 4 guildes liées au vert. Donc, l'école Gary, vert-noir. La plus évidente, qui est vert-blanche, donc la magie blanche, donc c'est le sacré, la bénédiction, les soins, la protection. Donc, eux, c'est littéralement la civilisation elfe urbaine qui arrive à mélanger l'urbain et le végétal, donc des grands jardins partagés, des grandes tours végétalisées. Bon, bref, en gros, le prototype positif de la vie en harmonie entre la ville et la nature. Tu as les vers rouges, donc qui sont les grules. Les vers rouges, eux, leur position, elle est très claire. En gros, c'est des éco-terroristes. Pour eux, la ville doit tomber. Le rouge étant la magie du feu, de la destruction, du chaos. Donc pour eux, la ville doit tomber. Donc en gros, c'est eux qui ils sont dans des espèces de bidonvilles au cœur de la ville qui sont en fait les territoires sauvages de Ravnica. Et en gros, leur objectif, c'est de s'étendre pour en gros démolir la ville sur le moyen long terme. Donc c'est les géants, les lycanthropes, les animaux, les direwolves, donc les animaux version préhistorique, tous ces trucs-là. C'est toute la symbolique de la nature sauvage et redoutable qui veut ta mort vite et par violence.
Ouais, les clans barbares, vraiment les barbares au cœur de la ville, parce que pour eux, la ville est une aberration. Donc ça, c'est les Gruls. Et tu as une quatrième guilde, donc bien évidemment, face à la France entière, j'ai oublié le nom, qui est vert-bleu. Alors ça, c'est un mélange assez intéressant, parce que bleu, donc c'est les éléments de l'eau, de l'air, c'est la C'est magie les bâtards. psionique. Hein? C'est les bâtards. C'est les bâtards. Donc Non, mais c'est la c'est la magie. manipulation, quoi. Illusion, manipulation. Eh ben, tu as utilisé le terme manipulation, eh ben, justement, c'est intéressant. En gros, c'est la guilde qui fait de la manipulation génétique magique et qui crée en fait donc la vie et donc le bleu, la mutabilité, la transformation, et donc qui crée en fait des espèces de créatures hybrides avec l'idée d'une espèce de qu'en créant des peuples hybrides, des créatures hybrides, ils vont augmenter en gros la force vitale des créatures, créer des créatures capables de s'adapter à n'importe quelle condition et qui sont en fait des biomanciens, donc des magiciens du vivant, quoi. Et donc on voit toutes les thématiques possibles autour du vert dans ces 4 guildes de Ravnica, quoi. Ouais, non, mais encore une fois, t'as bien fait la promo de Ravnica, hein. Tu touches une royalties. Je touche effectivement un Smarties à chaque vente. J'en suis à mon quatrième paquet. Je suis content. Je suis Moi, content. je rêve d'être payé en M&M's, quoi. Les Ouais, M&M's. voilà, c'est ça. Et donc voilà, et je vais finir pour là-dessus en présentant un produit éditeur tiers. Donc on l'avait déjà fait là aussi sur la chaîne. On avait présenté les bestiaires de chez Cadwood Publishing, et notamment le bestiaire qui est consacré à la féerie, dans l'émission spéciale qu'on avait fait sur la féerie avec Neverland, The Wild Beyond the Watchlight. À la fin, on avait présenté le bestiaire féerique de chez Cadwood. Et ben là, on a le bestiaire de l'Outre-Terre, entièrement consacré donc à présenter le monde sous le monde, avec que des créatures du monde sous le monde. Le bestiaire en lui-même, c'est exactement les mêmes qualités et les mêmes défauts que le bestiaire féerique, à savoir défaut, un design, un game design, un gameplay des monstres qui est pas foufou. Donc il n'y a pas de monstres que en tant que MJ, tu vas t'éclater vraiment à les utiliser. C'est des monstres assez basiques en termes de design. Ça, c'est le défaut des bestiaires de chez Cadwood. Mais par contre, les grosses qualités, donc toujours l'unité du dessin, c'est le même dessinateur pour tous les monstres, avec vraiment à la fois ce côté très cartoon, un dessin très comics, le monstre en une page avec une illustration pour chaque monstre, et surtout la grande force thématique de l'auteur, parce que là je loue le dessinateur, mais il y a aussi l'auteur derrière, donc qui en fait à chaque fois te montre son bestiaire. En fait, c'est aussi en creux une description de cet univers-là. Donc une description de l'Outre-Terre. Donc en plus des monstres, on va découvrir toute une collection de champignons. Justement, tu as des petits encarts avec plein de champignons, avec leurs effets quand tu les manges, ce que tu peux en faire. On va découvrir des propositions de classes à la fin du bouquin, dont, eh ben, devinez quoi, un druide des champignons. Là aussi, encore une fois, on retrouve ce concept donc du druide de la végétation de l'Outre-Terre, en fait, qui est par essence est le champignon. Et on va redécouvrir, eh ben, devine quoi, absolument une thématique proche de celle de The Gutmoy, parce que ce que tu découvres au fur et à mesure du bestiaire, donc tu découvres toutes les factions de l'Outre-Terre, avec donc pareil, les Drôles, les Duergar, mais aussi des factions dans son univers à lui. Donc par exemple, pour lui, c'est là qu'il y a les grosses colonies de Minotaures, ils sont sous l'Outre-Terre. Et la menace ultime dans son Outre-Terre à lui, c'est que tout au fond de l'Outre-Terre, au plus profond, une porte s'est ouverte sur le vide et une créature absolument gigantesque et extrêmement dangereuse en est sortie, un CR30, puisqu'on en parlait, à savoir ce qu'il appelle le Undervoid, donc ce serait le vide d'en dessous, le néant du dessous, et que cette créature se colonise l'outre-terre par le biais de devine quoi, des champignons. Et en fait, donc, elle répand ses spores dans toute l'outre-terre, et c'est la menace qui menace à peu près tous les autres peuples. Et donc, tu as des dizaines de propositions
de champignons, donc de gros champignons. On va monter au-dessus du CR2, on a des grosses bébêtes, et surtout des dizaines de propositions de créatures colonisées par les champignons. Donc on a un dragon bouffé par les champignons, donc on voit l'illustration du dragon avec les excroissances qu'on poussait, des géants, et donc en gros tous les peuples peuvent être potentiellement victimes et colonisés par cette espèce d'horreur qui en fait conquiert l'outre-terre. J'étais parti dans ma tête sur les méchants petits champignons qui contrôlent les fourmis, mais oui, c'est complètement ça, quoi. Voilà. Voilà, Sinon, voilà. bah, Et du donc coup, là, c'est le nouveau défi à la con que je vais être obligé de me jeter. Mais toi, il faut forcément inventer un monstre débile à niveau CR31. Rien que pour faire n'importe quoi. bien sûr, mais fais-toi plaisir. Mais après, donc voilà, chacun jugera, mais il y a vraiment de quoi faire si c'est la thématique du champignon. Ah ouais, attends, ça pour le coup, je peux pas le louper, j'ai failli l'oublier. Dans celui-là, ça n'a rien à voir avec les champignons, mais c'est tellement fun. Il y a un des monstres qui en fait est Donald Trump en forme de naga. Donc tu sais, les nagas dans Donjon, ces espèces de créatures serpentines à tête humaine. Donc en gros, le serpent à tête humaine, il est orange, tu vois, et il est décrit de façon assez éloquente, et c'est Donald Trump, et c'est très 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 drôle, rien que pour ça, le bestiaire vaut le coup. Donc voilà, donc il est complètement paranoïaque et raciste, et il essaye de dresser un mur pour protéger sa tanière, enfin voilà, c'est absolument hilarant. Et c'est Ils se très sont drôle. lâchés un petit coup, ils se sont fait plaisir, les ricains. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, comme ça que je termine mon compte rendu sur Donjons et Champignons, un thème dont j'espère qu'il va générer de très nombreux clics pour la chaîne. Ouais, ouais, non, mais puis même au-delà de ça, tout à l'heure, j'étais parti en live, mais toi, quand on est dans le qu'est-ce que ça peut raconter sur plusieurs niveaux, oui, effectivement, tu peux te faire ton aventure classique où bah, voilà, il y a une nouvelle menace. L'intérêt de la menace des champignons, c'est que bah, tu peux commencer petit pour te rendre compte que c'est de plus en plus gros. Puis après, bah, en tant qu'MJ, enfin voilà, à quel moment quel niveau de puissance, jusqu'à quelle montée tu laisses faire tes joueurs. Enfin, tu clôt le truc, la méchante influence, elle est combattue, puis elle est rebalancée dans le multiverse, ou alors tu finis sur un truc, vous avez juste repoussé la première vague, mais le mal reste. Enfin, c'est à toi de voir, mais oui, ça permet du coup de faire des aventures de niveau 1 de 1 à 30, quoi. De toute façon, si tu pars du principe que grâce au sport, la menace champignonnière, quelle qu'elle soit, que ce soit voilà, The Gutmoy ou cette Undervoid du bestiaire de chez Kawood, grâce à ces sports, peut contrôler quasiment n'importe quel autre monstre. Mm. Tu peux faire quelque chose, et puis tu peux même te retrouver dans des situations à faire des alliances absolument impies, Ah, parce que bah, par ouais. exemple, tu peux te retrouver face le seul mec dont les troupes ne risquent absolument pas de se faire coloniser, c'est le nécromancien du coin, parce que ces soldats, ils sont déjà morts, donc eux qui aient des champignons, ils en ont rien à braire, et te trouver à faire des alliances comme ça un petit peu intéressantes, quoi. Ah oui, non, mais enfin, moi je pensais à des artificiels, mais oui, les rares créatures qui échappent au champ. Après, tu auras la question, est-ce qu'on peut partir jusqu'au délire corruption des dieux? Toi, là, enfin, toi, t'as des portes ouvertes, hein, parce que ton aventure, ça peut être juste justement bloquer un druide, un druide corrompu complètement taré qui cherche justement à faire que, enfin, toi qui fais des études sur des dévas à capturer pour essayer de les rendre corruptibles, vu qu'ils sont pas censés être d'essence charnelle et puis très contrôlables. Enfin oui, Ouais. on peut vite partir en live. Ouais, mais tu peux aussi imaginer les trucs liés à la dimension du rêve, tu vois, parce que tu as vraiment cette idée chez les myconides qu'en gros, ils communiquent par des espèces de spores qui créent un espèce de rêve commun, et tu peux très bien imaginer qu'en fait, la contamination se limite pas au domaine physique, mais finalement aille jusqu'au domaine du rêve, où le truc, tu sais, un peu à la Alice au pays des merveilles, où t'as de plus en plus de champignons dans les espaces oniriques, tu as un espèce de truc, ça devient de plus en plus menaçant, de plus en plus étouffant, les gens n'arrivent plus à se reposer en dormant, tu vois, tu peux créer un certain nombre de concepts intéressants, quoi. Et puis, enfin, si on en est dans les plans, effectivement, ça peut être rigolo. Champignons. 10 Sylvanien dit plus facile à se répandre dans la féerie, puis toi être obligé de s'allier avec le plan négatif pour aller poutrer du champignon en féerie. Enfin, voilà, bon. Et je vais couper là, sinon les gens vont assister à nos délires pendant un quart d'heure. Non, parce que voilà, sinon on va continuer comme ça. C'est généralement ce qu'on fait hors vidéo. C'est ça. Voilà, donc on va se calmer. Salut les gens, et Ciao! puis à bientôt. Puis bah merci d'être passé JB. Et puis ah oui,
cliquez, partagez, le monsieur il dort pas bien tant qu'il a pas ses 1000 vues. Tout à fait. En dessous de 1000 vues, je considère que je me suis lamentablement planté. Donc je compte sur toi, public, maintenant. Il considère ça comme un échec personnel. Ah oui, puis moi, bien mettre les deux vidéos. Hop, d'un côté Ravnica, et puis de l'autre les petits elfes éditeurs tiers. Voilà. Salut les gens. Salut.